Euh, je voudrais tout d'abord remercier Jean-Louis, Joseph Maria et Eduardo Piccoli pour m'avoir invité ici. Je n'ai pas de mérite, je ne suis pas trop expert, au contraire de ce que Jean-François dit. Mais j'ai eu la chance d'étudier un peu les Halles. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'ils m'ont voulu appeler ici. Je ferai des considérations beaucoup plus humiles et c'est un peu difficile de parler après Virginie et après les autres intervenants aussi de hier, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Dernière chose, je m'excuse pour mon français qui n'est pas trop entraîné, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Voilà. Alors, j'attends la présentation. C'est là. Super. Alors là, je peux commencer. Je voudrais vous parler de deux moments dans lesquels l'île a joué un rôle important dans la transformation de Paris. Le premier est la rénovation du centre de Paris, particulièrement entre 1958 et 1974. Et la deuxième est tout récente, c'est les années 2019-2020. Et ce deux moments, dans l'île se passe beaucoup de questions qui sont en relation avec la rénovation du centre de Paris. Virginie l'a bien évoqué, beaucoup mieux que de ce que je pourrais faire dans les minutes suivantes. Des acteurs travaillent sur l'île de la Cité qui, après, seront en quelque sorte liés à des autres transformations. Je pense à Henri Bernard, à Pierre-Yves Ligin, donc des gens qui font la ville, qui en quelque sorte sont liés aux rénovations d'urbanisme et au processus d'urbanisme dans la ville de Paris. L'île de la Cité, peut-être que je vais faire ça. Je peux faire aussi comme ça. Si ça ne vous dérange pas, je peux faire comme ça. Non, je dois faire le fichier. Je ne sais pas comment le faire, mais en tout cas. Ah, mais parce que c'est OK, c'est une visualisation de. Ah bah. Peu importe. Donc, j'étais en train de dire que, en fait, l'île est un territoire qui est au centre de la construction urbaine moderne en pratique de la ville de Paris. Ici, vous voyez une page du même numéro de Paris Match qui Virginie Picon-Lefebvre a montré après. Là, l'île de la Cité apparaît avec les Halles, avec la tour Montparnasse, avec le front de Seine, Bercy et tout ça. Donc, il est effectivement une partie de cette transformation. Pour ce qui concerne le premier moment, donc 1958-1974, je voudrais souligner deux conceptions que l'île a eues pendant cette période. La première, c'est l'axe nord-sud, et donc la conception de l'île en tant que pont, simplement un gué de la Seine. Claude Lecoeur, en 1948, dans sa proposition Les Quatre Champs-Élysées, propose un réaménagement du boulevard de Sébastopol. 10 ans plus tard, cette proposition se retrouve dans les plans pour le centre de Paris d'Albert Laprade et Jean Brasilier. Le plan indique les entreprises principales de la rénovation du centre et l'île est là, avec les Halles. Et vous voyez, il y a soit le marché aux fleurs, soit le parvis de Notre-Dame qui sont indiqués en tant que espace sur lequel il faut appuyer la rénovation du centre de Paris. Le centre du débat est la circulation, encore une fois, a été déjà évoqué. Sur la surface, les automobiles sont confirmées face à la cathédrale. La rue de la Cité et la rue d'Alcool sont élargies. L'île n'est représentée dans sa totalité, elle reste en gué, un lieu où il est plus facile de croiser la Seine. Comme il l'était plusieurs siècles avant d'ailleurs. Si l'on regarde une coupe, on aperçoit un autre thème lié à la circulation, les parkings.
dans l'envisagé axe nord-sud, le parvis est réservé aux grands équipements de stationnement sur l'axe souterrain, auquel est confiée la circulation rapide dans ces plans. Ce débat anticipe celui de 1972 pour la construction du parking, qui aura un rôle important dans la transformation du parvis. Je cite Ivan Christ, qui écrit dans la revue de Du Monde en 1971, sans parking, point de fouille. Albert Laprade défendra cette vision auprès de la Commission de Vieux Paris en 1963. Il dira « J'y vois, dans ces plans, les meilleurs arguments que l'on puisse opposer à ceux qui prétendent saccager ces paris qui représentent quelque chose d'unique dans le monde. Et il faut de maintenant prendre quelques mesures conservatoires pour éviter des erreurs qui coûteront trop cher aux générations qui nous suivront. » Ils disent. Laprade, donc, ne sera pas écouté, comme les chœurs, d'ailleurs. Mais c'est intéressant de voir quelque chose qui aujourd'hui nous jugerons comme perturbateur. Vous pouvez imaginer le temps de chantier, le bruit, etc. pour réaliser cet ouvrage, comme une stratégie de conservation en fait, de l'île de la Cité. Le parking et l'île Gué sont, dans la perspective de Laprade, une mesure de sauvegarde de l'île de la cathédrale. En mai 1962, le projet de Marat pour un parking sur les parvis de la cathédrale est présenté aux commissions de sites et les débats progressent. Dans ce contexte apparaissent les désormais bien connus articles de Paul Mémon, que vous tous connaissez, qui propose un pari sous la Seine. Je vais souligner deux choses par rapport à ce projet-là. Dans sa proposition unique, il appelle en cause un espace qui n'existe pas juridiquement, le sous-sol de la Seine. Mémon touche un point fondamental qui sera évoqué par la mission de l'île de la Cité en 2019, en fait, qui est la fragmentation de la propriété et les difficultés foncières de transformation de l'île. Il avait compris quelque chose, effectivement. Enfin, ça ne sera pas réalisé. Il y a un autre point qui peut-être est intéressant. Le parvis de la cathédrale est rempli d'eau au niveau de la fleuve et une référence claire est faite à la place San Marco de Venise. La même référence, on la retrouvera dans les cahiers de la commission pour l'étude de l'île de la Cité. Cette attention pour les sous-sols et les parkings se retrouve aussi dans des autres endroits de Paris. Ça, c'est un petit document que j'ai retrouvé aux archives de Paris. C'est un tout beau parking à l'emplacement du Centre Pompidou, donc au plateau Beaubourg. C'est exactement à peu près le même gabarit enveloppe. Et il fait partie, effectivement, d'une stratégie de construction de parking en pratique dans tout Paris. Ici, je vous montre quelque chose qui est à peu près lié à ce que Virginie Picon-Lefebvre montrait après. C'est un plan de 1953 du GECUS, donc le groupe d'études pour la coordination de l'urbanisme souterrain, qui prévoit un réseau d'autoroutes souterrains, mais aussi un réseau de beaux parkings. Le numéro 16, c'est le parking prévu déjà en 1954 auprès de Notre-Dame. La qualité des images, ce n'est pas trop clair, mais vous voyez que là, il y a le parking et là, il y a son beau circuit d'influence dans la ville autour. À peu près dans les mêmes années, le Centre d'aménagement et d'urbanisme, qui après deviendra l'atelier parisien d'urbanisme, en collaboration avec les préfets, favorise une étude pour les secteurs de rénovation 6 bis, Paris-Centre, rive droite, qui devait être le noyau du renouvellement du centre historique. En 1964, Maurice Rotival publie une partie de cette étude dans son essai sur Paris, il est publié sur Urbanisme. L'île de Paris y est vue encore comme une tête de pont du secteur de rénovation, ce qui est montré avec cette belle carte orographique. Et donc, vous voyez, le centre s'inscrit entre la butte Montmartre et les hauteurs de Belleville. Et c'est vraiment, et il a au centre les gares de l'Est et la gare du Nord, qui sont vraiment les nouveaux centres de Paris avec les Halles. Donc, ce sont les deux points fondamentaux de ce regard.
à la ville. Ici, une image un peu plus peut-être précise. Les halles, encore une fois, les gares au nord sont vraiment le centre de cette rénovation profonde qui est proposée toujours sur l'axe nord-sud. Si on regarde à Lille, on ne voit pas de grands ouvrages parce qu'ils vont passer au-dessous, mais il est marqué cette petite trait un peu comme ça qui indique une vocation culturelle. Ça, c'est intéressant. Donc, cet axe en surface, ça devient un axe culturel, selon Maurice Rotival. Les instances de Rotival qui sont précisées par une étude d'aménagement architectural du centre de Paris de Raymond Lopez, qui avait été déjà consultant du plan Lafay en 1964, et Michel Hollet, qui imagine une Paris sur dalle, plus 6 mètres, organisée autour d'un parc et les boulevards de Sébastopol, avec une séparation des circulations. On est toujours sur urbanisme de 1964. Et ici, quelque chose qui se relie à ce qu'on a déjà écouté. Donc, ça, c'est le plan qui effectivement met en architecture les discours de M. Rotival avec le C sur le centre de Paris. Lille n'est pas touchée, mais il est parti de cette stratégie nord-sud. Il est toujours en Gué. Deuxième regard à Lille, qui ça démarre un peu plus avant. En 1957, inauguré la voie express rive droite sans que cette situation regarde le débat sur l'île. Ça, c'est bizarre, en le regardant par ailleurs. Apparemment, peut-être vous allez me corriger. Et la perspective est-ouest, ça devient beaucoup plus important. L'île n'est plus en pont, en gué, elle devient des berges. Elle devient les berges de la Seine, en fait. En 1968, Lapure publie une étude sur l'évolution et les options d'urbanisme du centre de Paris. Il est une des premières études qui font partie du processus qui amènera à l'approbation du schéma directeur d'architecture et d'urbanisme de la ville de Paris et le plan d'occupation des sols. L'atelier travaille sur 3 solutions, vous les voyez là, dont il favorise celle intitulée activation modulée. La logique de la traversée nord-sud et de l'urbanisme souterrain est encore là. Mais cette fois, il est formalisé plus clairement les problèmes de la circulation est-ouest. Vous la voyez désignée là, les 2 voies exprès. Vous ne le voyez pas encore, voici les 2 voies exprès qui sont dessinées dans cette étude, mais toujours les gares et les halles en tant que centre de la transformation de la rive droite. En surface, une étude plus précise montre la vocation culturelle, encore une fois, avec cet axe avec la petite flèche qui passe juste devant la façade de la cathédrale. Ça peut être le contexte qui explique aussi les maquettes qui sont réalisées par Lapure en 1967 pour la construction de ce pavillon sur le parvis de Notre-Dame, qui a été publié par Ashkenov dans l'article que vous voyez sur l'écran. Entre-temps, quasiment nulle chose se passe sur les parvis, comme on le disait après. Ce qui se passe, c'est que les gens autour vont s'embêter un peu pour tous ces débats, et vous connaissez trop bien aussi ça, donc je vais très vite sur ces trucs. J'aime bien Patou qui a fait aussi des dessins pour les halles qui sont vraiment trop bien dans les concours, dans les contre-consultations de 1979. Je vous encourage à donner un coup d'œil. Je progresse en vous rappelant le changement de regard qui est confirmé par les projets du schéma directeur de 1968, où l'axe nord-sud quasiment disparaît. Il n'y a que les regards est-ouest avec les 2 voies express bien marquées et l'île qui n'est pas représentée, en fait. Ça n'existe pas. En fait, c'est un truc de représentation. Si vous lisez là, il y a écrit le bleu, c'est espace majeur, domaine culturel.
Donc, c'est plutôt une zone, mais c'est bizarre que l'île n'est pas du tout dessinée, n'est pas du tout considérée. Je termine cette regarde est-ouest en rappelant le bout de cette petite histoire du regard transversal à l'île, en vous montrant les dessins pour la voie express rive droite, publiée en 1973 sur Paris Projet, qui Guy Lambert avait déjà montré hier. Je souligne seulement que l'île n'est pas représentée dans sa totalité. Elle est toujours une côté de la Seine dans ces cas-là. Et aussi, si vous voyez les représentations, les maquettes, ils se concentrent vraiment sur les deux côtés. Donc, le point, c'est de créer un espace qui est à cheval de la Seine, qui regarde un côté et l'autre. Et l'île n'est pas une île, elle est juste une berge pour ces projets. Voilà, je vous file quelques images qui vous peut-être connaissez très bien parce qu'ils ont été publiés sur Paris Projet numéro 9 et numéro 40 en 2010. Voilà, le regard, c'est toujours en une perspective subjective et l'île est toujours une berge. Je voudrais dire, bon, je ne lis plus, je vous dis comme ça. Je voudrais vous dire que cette regard est-ouest, il me semble continuer dans les années suivantes aussi. Si vous regardez les représentations de Paris-Plage, donc on est au début des années 2000, et après le numéro de Paris Projet 40, donc en 2010, Paris Métropole sur Seine, vous retrouvez ces regards aux berges. Il y a toujours ce problème de résoudre les rapports avec l'eau, les rapports avec l'autre côté, mais pas en regardant l'île dans sa totalité. Et je dirais, il y a quasiment toujours un regard sur le petit bras et pas sur l'autre partie de la Seine, jusqu'au cette représentation, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ça a apparu dans le deuxième cahier pour la consultation de Grand Paris de Roland Castro, en fait. Et l'idée, c'était, je cite, de réconcilier patrimoine et modernité par un tour fin au vert câlin. C'était une proposition, bon, c'était une provocation, ça va. Mais encore une fois, l'île n'est pas une île. L'île est ses berges, en fait. Ses berges. Et cette tour est proposée pas parce qu'elle est sur une île, mais parce qu'elle est visible de plusieurs parties autour. Et donc, il fait un projet d'identité du centre de Paris, en quelque sorte. Donc, dernière partie. Est-ce que la mission, donc je passe au deuxième moment, en 2015-2019, est-ce qu'il y a eu une réinvention de l'île dans ce regard que la mission de l'île de la Cité a eu sur la totalité de l'île elle-même? Je vous propose deux regards, un regard qui concerne les formes et une réflexion qui concerne les fonctions qui sont implantées. La première remarque, c'est la situation sur l'île est quasiment bloquée. Ça, c'est le plan local d'urbanisme, peut-être vous connaissez. Ce plan de petites étoiles, donc sont les décrets de conservation, de sauvegarde de bâtiments. Le marché aux fleurs est marqué en tant qu'espace public. L'hôtel-Dieu, il faut conserver la volumétrie, mais en fait, on peut faire des choses selon le plan local d'urbanisme. Et tout ça est à conserver quasiment à l'identique. Là, la préfecture de police, peut-être, il y a aussi des espaces pour bouger un peu au niveau urbanisme. Bon, ça, ce n'est pas un projet, en fait. Le plan local d'urbanisme prend quelque chose qui était déjà là, en quelque sorte. Ça, c'est une étude d'Anthony Sutcliffe en 1971 qui décrit des nouveaux bâtiments sur l'île de la Cité. Et vous voyez, entre le 1940 et 1964, c'est zéro. Il n'y a rien de rien.
Ça veut dire que que le plan local d'urbanisme registre une situation. Il ne propose pas quelque chose, il registre quelque chose. Et donc, nous venons à Perrault et à l'île de la Cité, enfin. Jean-François m'a confié cette tâche de commenter. Je suis un peu, voyez, mais j'essaierai quand même. L'idée de Perrault, c'est de regarder aux espaces publics, naturellement, vous le savez. Il y a 3 éléments principaux. Le Berge, côté Petit Bras, la place Lutèce, qui est effectivement inventée, en quelque sorte. Donc, c'est une narration différente de l'espace public par rapport à ceux qui ont été faits précédemment. Et après, le raménagement du parvis Notre-Dame. Ça, c'est intéressant parce qu'il regarde vraiment à l'île dans sa totalité. Il y a aussi des nouveaux passerelles qui vont à la terre ferme. Ce que peut être intéressant, c'est que Perrault et Bellaval inventent aussi en front et en arrière de l'île. C'est clair que les fronts de l'île, c'est ça, dans ces dessins. Et l'arrière, c'est ça. Je pense que cette représentation, c'est plutôt clair en rappelant ça. Donc, ça disparaît l'île Pont, ça disparaît l'île Berge, et il a inventé l'île avec un front, l'île avec une devanture vers le petit bras. Comment cet espace public sont réinventés dans la mission de l'université? Par des objets architecturaux, des couvertures de courants, notamment. Donc, il n'y a pas de... Cet objet architectural, ça devient quelque chose qui se relie avec les demandes de l'urbanisme. C'est quelque chose qui se passe aussi avec les passages parisiens ou les ponts bâtis de Moyen-Âge. C'est-à-dire, c'est vraiment une architecture qui a un rôle au niveau de l'urbanisme. C'est une chose qui peut-être, en regardant ces projets de l'Italie, c'est un peu étonnant parce que ça revient dans l'histoire de France et aussi dans l'histoire du XXIe siècle. En France, on a vu que Rotival, que Lopez, Ollet essayaient de faire de l'urbanisme par des projets architecturaux. Ça c'est intéressant, dans mon opinion. Et deuxième remarque, c'est les fonctions. Donc, il y a des objets, des architectures, et après, il y a des suggestions pour des fonctions, mais ça ne sont pas des fonctions précises. Il n'y a pas marqué, je ne sais pas, commerce ou je ne sais pas quoi. Il y a plutôt marqué activité ou fonction publique. Je pense que ça, c'est pas mal, en fait, parce que le point, ce n'est pas de faire du zoning fonctionnel de l'île, mais plutôt de prévoir des emplacements au niveau de la distribution de l'espace pour accueillir des fonctions que la mission de l'île de la Cité ne connaît pas. Donc, l'île peut être une espèce de plateforme pour accueillir des choses qui viendront. Ici, vous voyez le front de l'île qui a été effectivement inventé par la mission. Et ici, vous voyez la place de l'hôtesse qui a été inventée aussi par cette mission. Je fais seulement des remarques. Je sais que peut-être mon temps est presque épuisé. OK. Soit les projets qu'on a vus liés à l'île Pont Nord-Sud, à l'île Berge Est-Ouest, soit le projet de la mission de l'île, considèrent le périmètre du projet quasiment égal au périmètre de l'analyse. Ça, c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Je vous montre l'étude qui a été faite par la PUR en 2020, qui n'est pas un projet. Ce sont des analyses aux différents niveaux de l'île. Il est concentré sur l'île, mais effectivement, le regard est plus large. Ce n'est pas au niveau de la ville entière, mais quand même au niveau du centre de Paris. Et il essaie, en quelque sorte, de mettre en relation les transformations qui sont en train de venir sur l'île avec des autres choses qui se passent autour, la Samaritaine, l'hôtel de ville, la place de l'hôtel de ville, etc. Je ne veux pas dire que ça, c'est bien ou ça, c'est mal.
ça m'intéresse le fait que la mission avait cette limite précise et son analyse, effectivement, n'a pas bougé de cette limite. Il est resté à l'intérieur. Et je voudrais souligner aussi une autre chose. Si la mission de l'île de la Cité invente des espaces publics ou réinvente des espaces publics, il semble ne pas donner des instruments pour le réaliser en pratique. C'est-à-dire, il me semble qu'il n'est pas capable de donner des règles urbaines pour faire en sorte que les différentes propriétés dans l'île de la Cité bougent en direction différente, qui est quelque chose qui est en train de se passer. Mais non, on a déjà rappelé hier les projets de Novaxia pour l'Hôtel Dieu, et vous voyez que les espaces sont très jolis, le projet c'est trop bien, mais effectivement, ce sont des espaces publics qui sont dans l'Hôtel Dieu, et la limite envers la place de l'UTS ou les autres espaces publics sont plutôt de clôture. Donc, ces espaces publics, peut-être, ne vont pas marcher comme la mission avait prévu. Je vais sauter ça seulement pour vous dire, et je suis en train de terminer, que la consultation pour les parvis de Notre-Dame semble répéter cette superposition de limites d'analyse et de limites de projet en confiant un périmètre de projet qui semble être égal au périmètre d'analyse. Et donc, peut-être que cette nouvelle concours, appel d'offres, aboutira à peu près à la même façon des autres, parce qu'il n'y a pas cette double échelle dans le projet de l'île de la Cité. Deux remarques pour terminer. La première, c'est que peut-être des règles au niveau du PLU ou de plans particuliers auront pu mettre en relation les différentes propriétés et les différents acteurs qui, aujourd'hui, ont des droits sur l'espace de l'île. Et on sait que ça, c'est l'État et la ville. Et l'État et la ville, ensemble, il me semble, à Paris, ce n'est pas un bon couple. Voilà. Je pourrais citer au moins dans les derniers 50 ans des exemples qui n'ont pas été trop vertueux de collaboration entre les deux. Donc, peut-être le règlement d'urbanisme est un instrument pour faire ça. Et la deuxième remarque, au crédit de la mission de l'île de la Cité, c'est qu'il essaie de donner des informations pour faire une description du problème. Et selon moi, ça, c'est positif. C'est-à-dire, il n'est pas publié et je n'ai pas trouvé pas trop d'informations, mais il déclare qu'ils feront ou ils font un travail de numérisation des data, de big data, des données, voilà, sur l'île. Et ce travail de instruction, de description de l'île, c'est quelque chose qui peut être utile à des décisions qui ne sont pas reliées aux architectes, mais plutôt au niveau de la politique. Voilà. Ça, c'est tout. Merci pour votre attention.